Le 14 juillet, TV Liberté consacrait un magazine aux préparatifs du défilé sur les Champs-Élysées à l'invitation de l'armée de terre. Toujours en juillet, TV Liberté vous propose un reportage inédit sur la Serbie et un entretien exclusif et précieux avec l'immense écrivain Jean Raspail. Et puis toujours vos émissions préférées, Tête à clash, Politique Éco, Immédiat, Perles de culture et chaque jour votre journal télévisé. TV Liberté est avec vous tout l'été, soyez au rendez-vous. Alexandre Benalla, un membre de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, est accusé de violence en marge des manifestations du 1er mai. Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire ce jeudi, plus de 2 mois et demi après les faits. Le projet de loi contre les fake news s'est fait un nouvel ennemi. Mercredi, la commission des lois du Sénat a rejeté les 2 propositions de texte et dénonce un danger pour la liberté d'expression. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouveau scandale dans la majorité. Après plusieurs affaires de députés agressifs ou insultants, c'est désormais un collaborateur de l'Élysée, Alexandre Benalla, qui fait l'objet d'une enquête préliminaire pour des faits de violence en marge de manifestations du 1er mai. Une affaire dont le pouvoir se serait bien passé. Élise Blaise. Avec Macron, la casse sociale prend tous les visages. Le 1er mai dernier, Alexandre Benalla, un collaborateur de l'Élysée, s'est vraisemblablement rendu coupable de violence et d'usurpation d'identité et d'insignes réservés à l'autorité publique. En effet, il est accusé d'avoir violemment frappé un jeune manifestant place de la Contrescarpe dans le 5e arrondissement de Paris. C'est le quotidien Le Monde qui aurait reconnu le collaborateur du président sur une vidéo circulant sur le net. Il s'agirait de l'homme avec la capuche grise. Oh, arrête! Arrête, putain! Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre! Regardez bien, il l'a tabassé par terre! Au-delà de la violence évidente, l'homme porte un casque à visière, à l'instar des forces de l'ordre. De même, on le voit évoluer au milieu de la police sans qu'aucun agent tente de l'arrêter lorsqu'il porte des coups à l'individu immobilisé. Si Alexandre Benalla était prétendument en immersion avec les CRS, Nicole Belloubet, le ministre de la Justice, a déclaré qu'aucune autorisation n'avait été délivrée. D'ailleurs, on s'étonne qu'un homme présenté comme chargé de mission à l'Élysée et adjoint au chef de cabinet du président de la République soit dévolu à de telles activités. D'autant plus qu'Alexandre Benalla était déjà aux côtés d'Emmanuel Macron pendant la visite au Salon de l'Agriculture de 2018 pour assurer la sécurité du président. En réalité, tout porte à croire que l'individu fait partie d'une garde rapprochée de l'Élysée. Le Monde affirme d'ailleurs qu'Emmanuel Macron avait été mis au courant de l'affaire. Bruno Roger-Petit, le porte-parole de l'Élysée, a dû s'expliquer sur la situation. Il a été mis à pied pendant 15 jours avec suspension de salaire. Il a été démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Cette sanction vient punir un comportement inacceptable et lui a été notifiée comme un dernier avertissement avant licenciement. Cette sanction est la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l'Élysée. La sanction la plus grave jamais prononcée à l'Élysée peut-être, mais au vu des faits, elle apparaît clémente. Par ailleurs, on s'étonne qu'elle ait été prise par l'Élysée, mais que la justice ne se saisisse de l'affaire que 2 mois et demi plus tard. À croire que le pouvoir voulait étouffer l'écart de violence d'un proche du président. Depuis le 1er mai, Alexandre Benalla a d'ailleurs participé à d'autres manifestations officielles. Il était notamment à la cérémonie pour Simone Veil au Panthéon, ainsi que plus récemment dans le quart de l'équipe de France de football pour sa descente des Champs-Élysées. Benalla vient donc grossir les rangs des brutes de la majorité, 1 an après Laetitia Avia, députée de Paris, qui avait mordu un chauffeur de taxi, et Majid El Guerab, qui avait frappé à coups de casque un socialiste jusqu'à l'envoyer en soins intensifs. Alexandre Benalla vient à nouveau jeter le discrédit sur les pratiques violentes de la majorité qui désormais prennent des airs de sac du temps de Charles Pasqua. La commission des lois retoque les textes contre les fake news adoptés au début du mois par l'Assemblée. Les 2 propositions de loi destinées à lutter contre les fausses informations en période électorale ont pris du plomb dans l'aile avant les discussions au Sénat. Thibaut Bastide.
Encore quelques sursauts de la pluralité de la presse. Alors qu'Emmanuel Macron souhaite imposer un contrôle des informations pendant les campagnes électorales, la commission des lois du Sénat a décidé de lui mettre des bâtons dans les roues. Mercredi, son président, le républicain Philippe Bas, a annoncé le rejet des 2 propositions très controversées de la loi contre les prétendues fake news. Selon le rapporteur de la commission, Christophe-André Frassa, également membre des Républicains, le texte est inutile et dangereux. Il émet notamment des doutes sur l'efficacité des dispositions proposées et craint une atteinte disproportionnée à la liberté de communication, un argument qui revient en boucle. En effet, la volonté du président marcheur n'a jamais réellement convaincu hors de son parti. Annoncée lors des vœux présidentiels à la presse, la loi contre les fake news avait suscité un tollé politique, de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon au Front national de Marine Le Pen en passant par les Républicains. Tous dénonçaient une mesure inquiétante pour la démocratie. En effet, la volonté de censure de certaines chaînes était à peine dissimulée dans les textes, et ce, malgré plusieurs réécritures. Il était notamment prévu que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, puisse empêcher, suspendre ou mettre fin à la diffusion de services de télévision contrôlés par un État étranger ou sous l'influence de cet État, s'il porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Comprendre, fermer les chaînes Sputnik et Russia Today entre autres. D'ailleurs, depuis lors, RT a été épinglé pour son traitement de la guerre en Syrie jugé partisan. Le même sujet avait également provoqué les foudres de la toile sur Le Média, la web TV des proches de Jean-Luc Mélenchon. Ainsi, après une première motion de rejet déposée par les Républicains à l'Assemblée, la commission des lois et celle de la culture et des médias du Sénat ont ajouté une couche avant l'examen en séance au Sénat prévu les 26 et 27 juillet. Mais comme toujours, à la fin, c'est Emmanuel Macron qui gagne. Alerte à Google. Bruxelles s'attaque à Google avec une amende de plus de 4 milliards d'euros pour un abus de position dominante. La Commission européenne inflige la plus grosse sanction de son histoire au géant américain des cryptages. Today, the Commission has decided to fine Google 4.34 billion euros for breaching EU antitrust rules. Plus de 4,3 milliards d'euros d'amende pour Google. La Commission européenne frappe fort et s'offre même le luxe d'infliger la plus grande amende jamais donnée à Google, filiale du géant américain Alphabet. Une amende qui pendait au nez du géant américain du fait de son abus de position dominante. Google has engaged in illegal practices to cement its dominant market position in Internet search. It must put an effective end to this conduct within 90 days or face penalty payments. Un délai de 90 jours pour se mettre en conformité avec les exigences bruxelloises. À défaut, l'entreprise américaine pourrait se voir infliger des astreintes allant jusqu'à 5% du chiffre d'affaires de la maison mère Alphabet. Reste à savoir comment réagira Google, qui dispose d'une véritable armée d'avocats et autres juristes de premier ordre pour contrer cette attaque venue d'Europe. Une attaque qui n'est pas nouvelle puisque la Commission avait déjà infligé 2,42 milliards d'euros d'amende à Google en 2017. La Commission reproche à Google le fait que le système d'exploitation mobile Android équipe plus de 80% des smartphones vendus dans le monde. Google est ainsi accusé de contraindre les constructeurs de smartphones à préinstaller l'application Search ou encore d'empêcher les fabricants de vendre des appareils sous d'autres systèmes d'exploitation. Cet épisode de guerre économique illustre bien les tensions entre les 2 blocs occidentaux, avec d'un côté les États-Unis qui se raidissent pour garder la main sur le commerce mondial, et de l'autre une Union européenne qui sera peut-être tentée de profiter de la présidence Trump pour s'émanciper. Une chose est sûre, l'oncle Sam demeure le maître incontesté du numérique, et si Google venait à vaciller, le jeu économique mondial en serait bouleversé. Et à présent, passons à l'actualité en bref avec Élise Blaise. Une justice laxiste pour les débordements en marge de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde. Mercredi, 3 individus impliqués dans les vols et dégradations commis sur les Champs-Élysées se sont retrouvés jugés en comparution immédiate. Bilan des courses, 1 000 € d'amende pour avoir pillé un magasin d'optique, 6 mois de prison avec sursis pour avoir volé un scooter et 3 mois avec sursis pour avoir lancé des projectiles en direction des forces de l'ordre. En tout, 12 commerces auraient été pillés avec on ne sait combien d'acteurs.
Une fausse victime des attentats de Paris devant le tribunal. Ce jeudi, une femme prétendant avoir été touchée par un tir de Kalachnikov sur la terrasse du restaurant Le Carillon a comparu devant le tribunal de grande instance de Paris pour escroquerie et faux témoignage. Depuis janvier 2016, 14 personnes ont été définitivement condamnées pour avoir escroqué ou tenté d'escroquer le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. Dans le même temps, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours des vraies victimes contre les défaillances de l'État. Les juges ont estimé qu'aucun élément ne permettait d'engager la responsabilité du gouvernement. Israël devient l'État-nation du peuple juif. Ce jeudi, le Parlement israélien a adopté un projet de loi controversé définissant l'hébreu comme seule langue officielle du territoire, excluant de fait la langue arabe qui était jusqu'à présent utilisée conjointement dans tous les documents étatiques. Jugé discriminatoire par certains, le texte avait provoqué une vague de critiques, notamment du président Reuven Rivlin. L'article qui visait à réserver de nouvelles localités au peuple juif a été amendé. Toutefois, le projet stipule que les implantations juives en Israël relèvent de l'intérêt national. Europe 1 poursuit sa chute. Selon les derniers sondages Médiamétrie, la station phare du groupe Lagardère a vu son audience diminuer à un niveau historiquement bas. Les mauvais résultats ont entraîné le départ du patron Frédéric Schlesinger et du matinalier Patrick Cohen qui officiera désormais le week-end, un créneau qui ne rentre pas dans les sondages. Pour autant, l'annonce du départ du présentateur décrié ne semble pas suffire à faire remonter les chiffres. Les infections sexuellement transmissibles fleurissent en France. Selon des chiffres dévoilés par l'agence sanitaire Santé publique France, les cas de chlamydia et de gonocoque auraient triplé entre 2012 et 2016. L'Île-de-France présente le taux de diagnostic le plus élevé avec 1481 cas pour 100 000 habitants contre 258 dans le reste de la métropole. Pour expliquer cette flambée, l'agence met en avant l'amélioration du dépistage et la sous-estimation des cas diagnostiqués en 2012. D'autres se permettent d'attirer l'attention sur l'arrivée massive de populations extra-européennes qui ne disposent pas toujours d'une bonne qualité de suivi de santé. Et dans un instant, notre Zoom du jour, retrouvez notre entretien avec Frédéric Lemoyle pour son histoire du fascisme, un ouvrage qui devrait devenir une référence en la matière. Ce qu'est la particularité du fascisme, que l'on désigne aujourd'hui comme un mouvement d'extrême droite, alors qu'il a été dirigé par des gens qui ne venaient absolument pas de la droite et qui ne se sont jamais définis comme des conservateurs et encore moins comme des réactionnaires. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Et c'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Il y a certains coins de France comme le nôtre où Emmaüs est devenu une institution, un lieu où on trouve presque tout. Mais l'équilibre est assez fragile entre ceux qui donnent et ceux qui achètent. Je veux dire entre la nature de ce qu'on donne et le profil de celui qui achète. Or, dans notre pays de campagne, cet équilibre est presque parfait. Emmaüs ne refuse presque rien. Ils ont de la place. Le bâtiment qu'on leur a prêté ou donné est énorme. C'est une ancienne école à côté d'un parking. Mais c'est pas tout. Il faut encore que les choses que l'on donne soient intéressantes. Et elles le sont, au fond. Mais la chose qui m'intéresse là, en l'occurrence, c'est l'histoire simplement de la technologie domestique depuis les années 80, telle qu'on peut la reconstituer en visitant simplement le rayon électronique d'un lieu comme Emmaüs. Il y a 30 ans, l'idée que l'un des plus gros rayons d'un Emmaüs d'une ville de 40 000 habitants puisse être le rayon informatique électronique ne serait venue à personne, parce que l'informatique, les disques durs, les cartes graphiques, tout ça, ça paraissait très éloigné de la brocante. Mais maintenant, c'est exactement le contraire, c'est un secteur pléthorique et même envahissant.
D'abord, les appareils informatiques et l'électronique en général liés à l'image et au jeu se sont énormément développés dans toutes les couches de la société, mais aussi l'évolution des techniques, des matériels, des procédés a été exponentielle. Les matériels se sont donc démodés à toute allure et les prix sont tombés à presque rien. D'ailleurs, déjà, même pour le neuf, le prix a diminué des 2/3. Alors, vous pensez bien à l'occasion. Et si on ne prend qu'un seul exemple, celui des moniteurs plats à cristaux liquides, qui coûtaient encore très cher il y a 15 ans, ben on trouve les plus petits, les 15 pouces, à 10 € dans les brocantes. Idem pour le lecteur enregistreur de DVD qui valait l'équivalent de 500 € il y a 20 ans, mais qu'on trouve à 20 aujourd'hui, neuf, et donc à 5 usagers. Le principal sujet d'étonnement, toutefois, n'est pas là, il est dans la variété, dans le nombre des standards abandonnés, dans tous les domaines. Et celui de l'image est le premier, le Betacam, le VHS, le H8, et puis toutes ces petites cassettes qu'on mettait dans des grandes, vous savez, tout ça s'empile sur les étagères, et ça vaut plus rien. Les disquettes, les cassettes audio, les Zip et Omega, c'est à peine si le chef du rayon qu'on sent à vous les présenter. Quand on a un peu de mémoire et quand on est distrait en même temps, c'est-à-dire quand on a convoité comme ça un jour en passant sans trop y penser un home cinéma avec une ribambelle de petits haut-parleurs et une grosse caisse, quand on les a convoités distraitement en se disant un jour il faudra que j'achète ça, mais c'est encore trop cher, eh bien, à peine avez-vous le dos tourné, c'est-à-dire 15 ans ont passé déjà, et vous retrouvez chez Emmaüs le même appareil exactement qui vous avait tenté chez Darty, et dans votre mémoire, il est resté au même prix, il a le même aspect, vous le reconnaissez, or il ne vaut plus 600 € mais 50. Depuis, on a sorti un truc 10 fois mieux, 10 trucs 10 fois mieux qui enregistrent en 4K, qui sont liés à la box. Il y a encore pire, ce sont les procédés qui coûtaient très cher, dont on a dit grand bien, dont on disait c'est l'avenir, et qui 15 ans après se retrouvent sur l'étagère aussi avec leur boîte ultra moderne, inutile parce que le fabricant a renoncé au procédé. Le plus spectaculaire peut-être, c'est un appareil ingénieux nommé Kinect, une sorte de radar à la dimension d'une pièce qui vous servait à faire repérer vos gestes dans un espace imaginaire par le capteur, donc vous pouviez mouvoir des objets ou en faire le tour dans un univers en relief. C'est un truc pour le jeu, comme la Wii, par exemple, une console qui était le sommet de la technologie et que tout le monde méprise aujourd'hui. À la fin, vous vous apercevez que cette écume techno, là, en fait, est extrêmement instructive parce qu'elle sert à tout relativiser. C'est là que le temps se cristallise le plus vite. Toutes les illusions d'une époque se retrouvent résumées en quelques phrases sur la boîte. On y lit des mots comme révolutionnaire, nouveau, etc. Et à en croire les étiquettes, vous ne verrez plus la vie autrement. Alors qu'en fait, quand vous regardez ça des années après, vous voyez la vie exactement pareil. Ce sont des objets qu'on ne voit plus de la même façon, ce sont les objets eux-mêmes qu'on voit plus de la même façon. Voilà, faites passer, merci, on retrouve tout ça sur YouTube sous le nom Campagnol TVL. Je vous remercie.